Il y avait une nuit, quelque part au milieu du 5e siècle après Jésus-Christ, où les sentinelles romaines sur le Danube entendirent quelque chose d'étrange. Pas des cris, Pas des tambours de guerre, juste un grondement sourd, continu, comme si la terre elle-même respirait différemment. Au lever du soleil, ils virent ce que c'était. Des dizaines de milliers de cavaliers, aussi loin que l'œil pouvait porter, immobiles comme une tempête qui attend son heure. À leur tête, un seul homme. Les yeux en amande, le regard de quelqu'un qui n'a jamais appris à avoir peur. Cet homme s'appelait Attila. Et il venait chercher ce qu'on lui devait. Les Romains avaient un mot pour les peuples qu'ils ne comprenaient pas. Barbares. Ça permettait de ne pas réfléchir, de ne pas chercher à comprendre ce qui venait des steppes glacées au-delà du monde connu. Mais Attila n'était pas un barbare. Il parlait latin. Il comprenait la politique romaine mieux que la plupart des sénateurs de Constantinople. Il savait exactement où frapper pour faire le plus mal. Et il savait surtout quelque chose que Rome avait oublié depuis longtemps, que la peur est l'arme la plus efficace qui soit, à condition de ne jamais en avoir soi-même. L'Orient et l'Occident. Des légions aguerries. Des murailles bâties pour l'éternité. Des trésors accumulés pendant des siècles. Et pourtant, pendant presque 20 ans, ces deux colosses allaient courber l'échine devant un homme qui n'avait pas de palais, pas de cité, pas même de lit fixe. Un homme qui dormait sous une tente en peau de cheval et qui gouvernait depuis le dos d'un animal. Rome avait tout ce que le monde pouvait offrir de luxe et de puissance. Attila, lui, avait quelque chose que Rome n'avait plus depuis longtemps. La conviction absolue, totale, viscérale, qu'il était né pour gagner. Il y a dans cette histoire une scène qui revient hanter tous ceux qui s'y plongent vraiment. Un vieillard en robe blanche, sans armes, sans escorte militaire digne de ce nom, qui marche à la rencontre de la plus grande machine de destruction de son époque. D'un côté, le pape Léon Ier. De l'autre, l'homme que les chroniqueurs appelaient le fléau de Dieu. La punition envoyée par le ciel sur une civilisation qui avait péché trop longtemps. Ils se parlèrent. Et l'armée 1 fit demi-tour. Personne, dans les 15 siècles qui suivirent, ne trouva vraiment d'explication satisfaisante à ce qui s'était passé entre ces deux hommes. Ce que tu t'apprêtes à entendre, c'est l'histoire vraie d'un homme qui fit quelque chose que personne avant lui n'avait réussi. Mettre simultanément à genoux les deux héritiers de la civilisation romaine, non pas en les détruisant, mais en les forçant à se regarder en face et à admettre qu'ils avaient peur. Une histoire de pouvoir brut, de calcul froid, de trahison dynastique et d'une mort si étrange que les historiens se disputent encore aujourd'hui pour savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. L'histoire d'Attila le Hun n'est pas l'histoire d'un monstre. C'est quelque chose de bien plus dérangeant que ça. Il y a une image qui me hante depuis que j'ai commencé à creuser cette histoire. 451 après Jésus-Christ. Une plaine dans ce qui est aujourd'hui le nord de la France. Des milliers de cadavres empilés si haut que les chroniqueurs de l'époque écrivirent, sans métaphore, que les ruisseaux coulaient rouges pendant 3 jours. Ce jour-là, deux armées qui se haïssaient depuis une génération s'étaient alliées pour arrêter un seul homme. Et même ce jour-là, cet homme ne perdit pas vraiment. Mais voilà ce qui me fascine encore plus que la bataille elle-même. 2 ans après ce carnage, le même homme était aux portes de Rome. Rien ne l'arrêtait, aucune armée, aucune muraille, aucun général digne de ce nom. Il avait traversé les Alpes, brûlé des villes entières, et la route vers Rome
était ouverte comme une blessure. Et pourtant, il fit demi-tour. Pas à cause d'une défaite militaire, pas à cause d'une trahison dans ses rangs, à cause d'une conversation avec un vieux prêtre en robe blanche. Voilà le mystère qui est au cœur de tout ce qui suit. Et je te préviens, la réponse est bien plus étrange que n'importe quelle explication rationnelle que tu pourrais imaginer. Avant de comprendre qui était Attila, il faut comprendre dans quel monde il est apparu. Parce que Rome, au milieu du 5e siècle, n'était plus Rome. C'était le nom, l'écorce, la façade brillante d'une structure intérieure en train de pourrir. L'Empire d'Occident changeait d'empereur comme d'autres changent de chemise. Certains régnèrent moins d'1 an avant d'être assassinés par ceux-là même qui les avaient portés au pouvoir. L'armée romaine, cette machine de guerre qui avait jadis fait trembler 3 continents, était désormais composée en grande partie de mercenaires barbares qui se battaient pour Rome le matin et négociaient avec ses ennemis le soir. Le système était gangréné jusqu'à l'os. L'Empire d'Orient s'en sortait un peu mieux, mais seulement un peu. Constantinople était riche, bien fortifié, gouverné par des bureaucrates brillants qui savaient exactement combien coûtait chaque chose et chaque homme. Et c'est précisément ce réflexe comptable qui allait les perdre face à Attila. Parce qu'ils voyaient en lui un problème de logistique, une ligne dans un budget, une menace qu'on pouvait quantifier et acheter comme on achèterait la paix à un voisin encombrant. Ils ne virent jamais ce qu'il était vraiment. Un homme qui avait compris quelque chose de fondamental sur l'adieu du pouvoir que les civilisations établies finissent toujours par oublier. Il savait que la peur, bien cultivée, vaut une armée entière. Attila naquit quelque part vers l'an 400, dans les steppes au nord du Danube. La date exacte est inconnue, et cette imprécision est déjà révélatrice. Les Huns ne construisaient pas de monuments. Ils ne gravaient pas leur histoire dans la pierre. Ils vivaient dans le mouvement, dans l'éphémère, dans une culture qui n'avait pas besoin de laisser des traces parce qu'elle ne cherchait pas à durer. Elle cherchait à traverser. Tout ce qu'on sait de son enfance vient des ennemis de son peuple, des Romains qui le regardaient avec une mixture de terreur et de mépris, et qui n'avaient aucun intérêt à raconter d'histoire avec précision. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'Attila fut envoyé très jeune comme otage à la cour romaine, une pratique courante à l'époque pour s'assurer de la bonne conduite des peuples alliés. Voilà le premier paradoxe de cet homme. Il apprit à connaître Rome de l'intérieur, vit ses mécanismes, ses failles, sa corruption et ses vanités. Et il retourna chez les siens avec un manuel complet sur comment faire tomber la chose la plus puissante du monde. Les Huns que Rome connaissait avant Attila étaient déjà terrifiants. Les premières descriptions romaines de ce peuple, datant d'environ 70 ans avant sa naissance, ressemblent moins à des rapports diplomatiques qu'à des témoignages de cauchemars. L'historien Ammien Marcellin, qui pourtant avait vu des choses dans sa vie, écrivit qu'il lui était difficile de les appeler des êtres humains, tant leur mode de vie lui était incompréhensible. Ils ne cultivaient pas. Ils ne construisaient pas. Ils se déplaçaient si vite que leurs ennemis avaient l'impression d'affronter une force de là plutôt qu'une armée humaine. Ce que Rome ne comprit jamais, c'est que tout cela n'était pas de la sauvagerie, c'était de l'ingénierie militaire à l'état pur, affinée sur des générations de survie dans les environnements les plus hostiles de la planète. Mais Attila n'était pas simplement le chef d'une horde de cavaliers redoutables. C'est là où l'histoire bascule et devient quelque chose d'autre. Il y avait des dizaines de chefs huns avant lui, des hommes brutaux, efficaces, capables de razzias spectaculaires qui laissaient des provinces entières dévastées. Aucun d'entre eux n'avait réussi à construire ce qu'Attila allait construire. Un empire mobile, sans capitale fixe, capable de tenir tête simultanément aux 2 moitiés du monde romain, tout en négociant avec chacune d'elles séparément. Ça, c'est de la politique, de la stratégie à froid, pas de la violence aveugle. Et c'est précisément pour ça que la version simplifiée de l'histoire, le barbare sanguinaire qui détruisait pour le plaisir, est si confortable et si profondément fausse. Il y a un détail dans les sources romaines qui me revient sans cesse. Des ambassadeurs envoyés à la cour d'Attila. Parce qu'il avait une cour, oui, même sous des tentes,
rapportèrent leur surprise devant ce qu'ils trouvèrent. Ils s'attendaient à de la brutalité primitive et trouvèrent de la diplomatie sophistiquée, des interprètes, des conseillers romains passés de l'autre côté, une organisation qui n'avait rien à envier aux chancelleries impériales. Priscus de Pagnon, l'un de ses ambassadeurs, laissa un récit qui est l'une des rares descriptions directes d'Attila par quelqu'un qui l'avait vu en personne, qui lui avait parlé, qui l'avait observé manger et gouverner. Et ce récit ne ressemble en rien à l'image du monstre que la postérité a construite pendant 15 siècles. Ce qu'il décrit, c'est un homme capable de charmer et de glacer dans la même phrase. Alors pourquoi cette image du monstre a-t-elle survécu? Pourquoi, 15 siècles plus tard, le nom d'Attila est-il encore synonyme de destruction absolue, de fin du monde, de châtiment divin? C'est là que la question devient vraiment intéressante. Les vainqueurs écrivent l'histoire, mais dans ce cas, Rome ne gagna pas vraiment. Ce sont ses héritiers spirituels, les chroniqueurs chrétiens, qui construisirent le mythe. Ils avaient besoin qu'Attila soit le fléau de Dieu au sens littéral, incompréhensible, inhumain, une force qui venait de l'au-delà, pour que sa retraite devant le pape Léon Ier ait le sens théologique qu'il voulait lui donner. Attila ne fut pas simplement oublié par l'histoire, il fut fabriqué par elle. Et cette fabrication dit autant sur l'état mental de Rome mourante que sur l'homme lui-même. Voilà l'histoire que je vais te raconter. Pas celle du monstre, celle de l'homme. De l'enfant otage qui devint le cauchemar de 2 empires. Du chef sans palais qui força des empereurs à lui envoyer de l'or par charrettes entières. De l'homme qui fit plier une civilisation entière, non pas en la détruisant, mais en lui montrant ce qu'elle était réellement devenue. Et de cette mort, cette nuit finale et mystérieuse, où tout ce qu'il avait construit s'arrêta net, sans explication claire, comme si l'histoire elle-même avait décidé de lui régler son compte d'une façon que personne n'avait vu venir. La vraie question, celle à laquelle personne ne répond vraiment, ce n'est pas comment Attila conquit l'Europe, c'est ce qui l'arrêta. Oublie tout ce que tu crois savoir sur les barbares. Oublie l'image du sauvage en peau de bête qui frappe au hasard et brûle par instinct. Parce que cette image-là, elle fut construite par des gens qui avaient une raison très précise de la maintenir vivante. Si l'Engami est un monstre incompréhensible, alors sa victoire n'est pas une défaite militaire. C'est une catastrophe naturelle. Et les catastrophes naturelles, on ne peut pas les prévenir, on ne peut pas les éviter, on ne peut pas en tirer de leçons. C'était beaucoup plus confortable que d'admettre la vérité, que les Huns étaient meilleurs à la guerre que Rome, et qu'ils avaient des raisons très humaines, très cohérentes, très logiques pour tout ce qu'ils faisaient. Les steppes d'Eb d'Asie centrale, le berceau du monde Hun, sont un endroit qui fabrique des survivants ou des cadavres, sans catégorie intermédiaire. Des milliers de kilomètres de plaine balayés par des vents qui peuvent descendre à -40 en hiver et monter à +40 en été. Pas d'abri naturel, pas de frontières, pas de ville pour se réfugier. Dans cet environnement, chaque décision est une question de vie ou de mort, et cette réalité finit par sculpter un type d'homme que les Romains, habitués à leurs termes et à leurs banquets, ne pouvaient tout simplement pas imaginer. Un enfant Hun apprenait à monter à cheval avant de savoir courir. Il apprenait à tirer à l'arc avant de savoir parler clairement. Ce n'était pas de la brutalité, c'était de l'adaptation, la plus efficace qui soit. La société Hun fonctionnait selon une logique que Rome appelait le chaos et qui était en réalité une forme d'organisation radicalement différente. Pas de cité, pas de deck, pas d'administration centralisée, mais des clans structurés autour d'un chef dont l'autorité se mesurait chaque jour à sa capacité à nourrir ses guerriers et à les mener à la victoire. Le pouvoir n'était pas hérité, il était gagné, et il pouvait être perdu demain matin si le chef prenait une mauvaise décision. Cette instabilité permanente, qui semblait une faiblesse aux yeux romains, était en réalité une force. Elle produisait des chefs qui ne pouvaient pas se reposer sur leur laurier, qui devaient être meilleurs que leurs concurrents chaque année, chaque saison, chaque campagne. Darwin à cheval, en version accélérée. Les Huns arrivèrent en Europe vers la fin du IVe siècle comme une vague dont personne n'avait vu venir la formation.
Ils poussèrent d'abord les Alains, puis les Ostrogoths, puis les Wisigoths, qui à leur tour déferlèrent sur les frontières romaines. Quelqu'un, quelque part dans une chancellerie romaine, comprit alors quelque chose d'important. Les Huns étaient la cause première de l'avalanche barbare qui menaçait l'Empire. Et au lieu d'aller régler le problème à la source, Rome fit ce qu'elle savait faire de mieux à cette époque. Elle négocia, elle paya, et elle attendit que le problème se résolve de lui-même. Il ne se résolut pas de lui-même. Il s'appela Attila. La naissance exacte d'Attila reste dans l'ombre, mais ce qu'on sait, c'est que son oncle Rua, chef hun de grande envergure, dirigeait déjà une confédération imposante dans les premières décennies du 5e siècle. La famille d'Attila était de la noblesse hun, si l'on peut employer ce mot pour un peuple qui méprisait les titres figés. Son père, Munzuk, était un chef respecté, ses oncles des figures de pouvoir. Attila ne venait donc pas de nulle part. Il venait du centre du système hun, et dès l'enfance, il baigna dans les conversations sur la guerre, la diplomatie, la gestion des alliances. Il vit comment on traitait avec Rome, comment on la faisait payer, comment on la manipulait. La politique ne fut pas quelque chose qu'il apprit plus tard, ce fut son biberon. Et puis vint la chose qui allait tout changer. Selon la pratique diplomatique de l'époque, des enfants de familles nobles étaient échangés entre peuples alliés comme garantie vivante de bonne conduite. Rome envoya des jeunes Romains aux cours barbares, les barbares envoyèrent leurs fils à Rome. Attila fut l'un de ces otages, envoyé à la cour impériale romaine quelque part dans son adolescence. Réfléchis une seconde à ce que ça signifie. Tu prends un enfant né dans les steppes, élevé dans la logique de la mobilité et de la liberté absolue, et tu le plonges dans le monde le plus sophistiqué, le plus corrompu et le plus décadent de son époque. Il ne rentra pas chez lui comme il était parti. Ce que Rome croyait faire avec ses échanges d'otages, c'était une romanisation douce. Exposer les jeunes nobles barbares à la supériorité de la civilisation romaine pour qu'ils rentrent chez eux, admiratifs et dociles. Ce que Rome ne comprit jamais, c'est que ce mécanisme pouvait produire exactement l'effet inverse. Attila vit Rome de l'intérieur. Il vit ses palais et ses théâtres, mais il vit aussi ses sénateurs qui se vendaient aux plus offrants, ses généraux qui trahissaient pour une promotion, ses empereurs fantoches manipulés par des hommes de l'ombre. Il vit une machine dont les rouages étaient devenus des ennemis les uns des autres. Et il retourna dans les steppes avec quelque chose d'infiniment plus précieux qu'une admiration pour la grandeur romaine. Il rentra avec un plan. En parallèle, un jeune noble romain du nom d'Aetius fut envoyé, lui, comme otage chez les Huns. Les deux hommes se croisèrent peut-être, peut-être pas. Mais Aetius, lui aussi, apprit à connaître le monde hun de l'intérieur, ses tactiques, sa mentalité, ses forces. Il rentra à Rome avec une compréhension des Huns que personne d'autre dans tout l'Empire ne possédait. Des décennies plus tard, ces deux hommes, l'un ayant grandi parmi les Romains, l'autre parmi les Huns, allaient se retrouver face à face sur une plaine du nord de la Gaule pour la bataille la plus décisive du siècle. L'histoire a un sens aigu du théâtre quand elle veut bien s'en donner la peine. Mais avant cette rencontre, il y avait une montée en puissance. Et cette montée commença par un deuil, ou plutôt par ce qu'Attila fit de ce deuil. À la mort de son oncle Rua, vers 434, le pouvoir hun passa à Attila et à son frère Bléda. Les deux hommes gouvernèrent ensemble pendant une décennie. Et pendant cette décennie, les Huns ne furent plus seulement une menace aux frontières. Ils devinrent la force la plus redoutée d'Europe. Mais gouverner à deux dans un système où le pouvoir se gagne et ne se partage pas, c'est une équation instable. Tôt ou tard, l'arithmétique du pouvoir impose sa conclusion. Et la conclusion, ici, fut froide, définitive. Et elle dit tout sur l'homme qu'Attila était devenu. 44 après la mort de Rua, Bléda disparut. Les sources sont vagues, les chroniqueurs prudents. Certains parlent d'un accident, d'autres d'une maladie soudaine. Mais personne, dans les cours de Constantinople ou de Ravenne, ne fut vraiment surpris. Et personne ne posa vraiment de questions. Parce que ce type d'arithmétique, un chef, pas deux, c'était exactement la logique des steppes appliquée sans état d'âme. Ce n'était pas de la trahison, pas selon les règles du monde U. C'était de la clarté.
Et à partir de ce moment-là, Attila fut seul à la tête d'une confédération qui s'étendait des plaines de Pannonie jusqu'aux profondeurs de l'Asie centrale. Un seul homme, un empire sans mur, et une envie d'en découdre avec la seule puissance qui avait osé, un jour, le traiter comme un otage. Il y a un moment précis où Attila cessa d'être un chef parmi d'autres et devint quelque chose d'autre. Ce moment n'eut pas lieu sur un champ de bataille. Il n'y eut pas de discours, pas de couronnement, pas de foule en délire. Il eut lieu dans le silence, avec la disparition d'un homme, son propre frère, et l'absence totale d'explication qui suivit. Bleda et Attila avaient gouverné ensemble pendant presque 10 ans. 10 ans de campagne, de négociations, de victoires partagées. Et puis, vers 445, Bleda n'était plus là. Attila, lui, était toujours là. Et à partir de ce jour-là, personne ne partagea plus rien avec lui. Les historiens modernes débattent encore de ce qui s'est réellement passé. Accident de chasse, maladie foudroyante, assassinat discret. Les sources anciennes sont délibérément floues, comme si même les chroniqueurs de l'époque avaient compris qu'il valait mieux ne pas trop creuser. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que la mort de Bleda ne provoqua aucune crise de succession, aucune révolte dans les rangs 1, aucune faction dissidente qui réclama vengeance. Ce calme absolu est lui-même une information. Dans un système où le pouvoir se gagne par la force et l'ascendant personnel, le fait que personne ne broncha après la disparition de Bleda signifie une seule chose. Tout le monde savait déjà qui commandait vraiment. Et tout le monde avait décidé que c'était une bonne idée de rester du bon côté. Pour comprendre comment Attila consolida ce pouvoir, il faut comprendre comment fonctionnait la Confédération 1. Parce que ce n'était pas un empire au sens romain du terme, et c'est précisément ce que Rome ne parvint jamais à saisir. Les Huns n'avaient pas de constitution, pas de sénat, pas de bureaucratie héréditaire. Ce qui tenait la Confédération ensemble, c'était un réseau d'allégeances personnelles, constamment renégociées, constamment remises en jeu. Les chefs de clan suivaient Attila, non pas parce qu'une loi les y obligeait, mais parce qu'il leur apportait des victoires et du butin. Le jour où il cessait de leur apporter ces deux choses, l'allégeance s'évaporait. C'était un contrat implicite, renouvelé chaque campagne, et Attila le comprit mieux que quiconque. Il ne gouverna jamais par décret, il gouverna par résultat. Ce modèle de pouvoir avait une conséquence directe sur sa relation avec Rome, et c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Les empereurs romains, ou plus exactement les hommes qui gouvernaient en leur nom, puisque les empereurs de cette époque étaient souvent des pantins, essayèrent à plusieurs reprises d'acheter la paix avec Attila. Ils lui envoyèrent de l'or, des ambassades, des promesses de titres honorifiques, des traités en bonne et due forme. Et Attila accepta tout, prit tout, remercia poliment, puis revint quelques mois plus tard avec ses cavaliers réclamer davantage. Ce n'était pas de l'avidité irrationnelle, c'était de la logique pure. Il avait des milliers de guerriers à nourrir, à récompenser, à maintenir dans un état de loyauté active. L'or romain était le carburant de sa machine politique. Et tant que Rome continuerait à le fournir, il continuerait à en demander plus. Mais il y avait quelque chose d'autre que l'or dans cette équation. Quelque chose que les diplomates romains mirent beaucoup trop de temps à comprendre. Attila ne voulait pas seulement être payé, il voulait être reconnu. Pas admiré, pas craint, reconnu comme un égal. Comme une puissance souveraine avec laquelle on traitait de chef à chef, pas comme un chef de bande qu'on soudoyait pour qu'il reste tranquille. La différence semble subtile. Elle ne l'était pas. Chaque fois qu'une ambassade romaine arrivait avec des cadeaux mais sans le protocole adéquat, chaque fois qu'un fonctionnaire impérial traitait ses émissaires avec condescendance, chaque fois que Rome laissait entendre que les Huns étaient des barbares qu'on tolérait par pragmatisme, Attila le notait. Et la facture s'allongeait. Une des affaires qui illustre le mieux cet état d'esprit est celle des fugitifs. Régulièrement, des nobles Huns ou des peuples vassaux des Huns fuyaient vers le territoire romain pour échapper à l'autorité d'Attila. Et Rome, tantôt par calcul stratégique, tantôt par simple négligence administrative, tardait à les remettre. Pour Attila, c'était inacceptable.
non pas tant pour des raisons militaires que pour des raisons de prestige. Un chef dont les sujets pouvaient fuir impunément sous la protection de l'ennemi était un chef dont l'autorité était fragile. Et Attila n'avait aucune intention de paraître fragile devant quiconque. Les crises diplomatiques qui découlaient de ces affaires de fugitifs furent nombreuses, intenses et systématiquement résolues en faveur d'Attila, parce que derrière chaque négociation, il y avait l'ombre de ses cavaliers qui attendaient sur la rive nord du Danube. Il faut aussi parler de ce que j'appelle la double comptabilité d'Attila. Cette capacité qu'il avait à mener deux politiques simultanément sans jamais se contredire. D'un côté, il maintenait des relations diplomatiques formelles avec Rome, acceptait des ambassades, envoyait des émissaires, signait des traités. De l'autre, il soutenait activement des factions internes à l'Empire romain, encourageait les tensions entre généraux rivaux, finançait des intrigues de cour. Ce n'était pas de la duplicité au sens vulgaire du terme, c'était de la stratégie à plusieurs niveaux. Le genre de stratégie qu'on apprend quand on a passé son adolescence à observer la politique romaine de l'intérieur. Attila savait que Rome se détruisait à moitié elle-même. Son rôle était d'accélérer le processus tout en gardant les apparences de la coexistence. La question que je me pose depuis le début, celle qui me fascine vraiment, c'est la suivante. Qu'est-ce qui motivait Attila au fond ? Était-ce simplement l'ambition ? Ce besoin animal d'étendre son territoire, d'accumuler plus de richesses, de dominer plus de peuples ? Ou y avait-il quelque chose de plus profond ? Parce que certaines de ses décisions, certains de ses choix, ne s'expliquent pas par le simple calcul de l'intérêt. La façon dont il traitait personnellement les ambassades, assis à une table simple, buvant dans une coupe de bois quand ses généraux buvaient dans des coupes d'or, suggère un homme qui avait fait des choix idéologiques, pas seulement pragmatiques. Un homme qui savait exactement quelle image il voulait projeter et pourquoi. Ce n'est pas le comportement d'un pillard, c'est le comportement d'un chef d'État. Et puis il y a cette légende. Une légende, oui. Mais les légendes ne naissent pas de rien. Selon les sources, Attila aurait retrouvé dans un champ l'épée de Mars, le dieu de la guerre. Un berger l'avait déterrée après qu'une génisse s'y était blessée en broutant. L'épée fut apportée à Attila, et Attila déclara qu'il tenait là le signe que le ciel lui avait confié la domination du monde. Maintenant, pense à ce que ça signifie d'un point de vue politique. Que cette épée soit réelle ou inventée, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'Attila fit de cette histoire. Il en fit le fondement de sa légitimité divine. Il ne gouvernait pas seulement parce qu'il était le plus fort, il gouvernait parce que les dieux eux-mêmes l'avaient choisi. C'est le même mécanisme que César avec sa descendance de Vénus, ou que les empereurs romains avec leur divinisation. Attila jouait au même jeu, avec les mêmes règles et avec le même talent. Alors voilà où nous en sommes. Un homme seul à la tête d'une confédération de peuples qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Un homme qui a appris à connaître Rome de l'intérieur et qui la manipule avec une précision chirurgicale. Un homme qui a éliminé tout concurrent potentiel sans provoquer la moindre révolte. Un homme qui a construit sa légitimité sur 3 piliers simultanés. La victoire militaire, la redistribution de la richesse et la volonté divine. Rome avait en face d'elle quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré. Un ennemi qui la comprenait mieux qu'elle ne se comprenait elle-même. Et le pire, c'est qu'elle ne le réalisa jamais vraiment. Pas avant qu'il soit trop tard. Imagine un général romain en l'an 440, debout sur le rempart d'une ville fortifiée, regardant approcher l'armée 1. Il a combattu des Visigoths, des Vandales, des Alamans. Il connaît la guerre. Il sait ce que c'est qu'une armée ennemie qui avance, la formation serrée, le bruit des pas cadencés, les étendards qui permettent de compter les unités, d'évaluer les flancs, d'anticiper la tactique. Et là, ce qu'il voit, ça ne ressemble à rien de tout ça. Des milliers de cavaliers qui ondulent comme de l'eau, qui se regroupent et se dispersent sans raison apparente, qui attaquent d'un côté pendant que l'autre flanc recule, qui hurlent et disparaissent avant que tu aies pu te mettre en position.
Ce général, ce soir-là, ne dormit probablement pas. Et le lendemain matin, ses certitudes sur la guerre étaient mortes avant lui. L'armée 1 n'était pas une armée au sens où Rome entendait ce mot. Rome pensait en termes de lignes, de formation, de chocs frontaux entre masses d'infanterie. C'était une vision de la guerre comme un bras de fer. Celui qui poussait le plus fort gagnait. Les Huns, eux, pensaient en termes de fluidité, de vitesse, de désorganisation de l'ennemi avant même le contact physique. Leur arme principale n'était pas le sabre ni la lance, c'était l'arc composite, un chef-d'œuvre d'ingénierie artisanale fabriqué à partir de plusieurs matériaux collés ensemble, bois, cornes, tendons d'animal. Un arc qui pouvait envoyer une flèche à plus de 150 mètres avec une précision létale, depuis le dos d'un cheval au galop. Aucune armée au monde à cette époque ne pouvait faire ça. Aucune. La mobilité 1 était quelque chose que les Romains décrivaient avec des mots qui trahissaient leur incompréhension totale. Ils utilisaient des termes liés aux phénomènes naturels, aux tempêtes, aux inondations, comme s'ils cherchaient dans le vocabulaire des catastrophes ce qu'ils ne trouvaient pas dans celui de la guerre. Et c'est exactement ça. Une armée 1 pouvait couvrir des distances qu'une armée romaine aurait mis 2 ou 3 fois plus de temps à parcourir. Chaque guerrier avait plusieurs chevaux. Certaines sources parlent de 3, 4, voire 5 montures par homme, ce qui lui permettait de changer de monture en route et de maintenir une vitesse que rien d'autre ne pouvait atteindre. Quand les Romains arrivaient là où les Huns avaient été signalés, les Huns étaient déjà ailleurs, en train de ravager quelque chose que personne n'avait pensé à protéger. Mais la vitesse seule n'explique pas tout. Ce qui rendait l'armée 1 véritablement terrifiante, c'était sa capacité à combiner la mobilité avec une psychologie de la terreur calculée et méthodique. Les Huns ne cherchaient pas seulement à vaincre militairement, ils cherchaient à briser mentalement. Les récits de villes capturées décrivent systématiquement le même schéma. L'arrivée soudaine, le déluge de flèches, les hurlements coordonnés, la mise à sac totale et visible depuis les villes voisines. Ce n'était pas du sadisme gratuit, c'était de la communication stratégique. Chaque ville détruite envoyait un message à toutes les villes qui suivaient dans la ligne de marche. Résistez, et voici ce qui vous attend. Rendez-vous, et peut-être survivrez-vous. La terreur, bien gérée, économise des batailles. La tactique 1 la plus redoutée par les armées romaines s'appelait, dans les traités militaires byzantins qui tentèrent de la décrire, la feinte de retraite. Le principe était simple dans son énoncé, dévastateur dans son exécution. Une partie de la cavalerie 1 attaquait, engageait l'ennemi, puis se repliait en désordre apparent, comme si elle paniquait, comme si elle fuyait. L'ennemi, qui voyait une opportunité de victoire facile, rompait ses propres formations pour poursuivre. Et à ce moment précis, les autres unités 1 qui s'étaient positionnées sur les flancs et à l'arrière se refermaient comme une mâchoire. Ce n'était pas une armée qui fuyait, c'était un piège qui se déclenchait. Les généraux romains qui tombèrent dans ce piège ne eurent généralement pas l'occasion de commettre 2 fois la même erreur. Une autre dimension de la puissance militaire 1 que l'histoire tente à sous-estimer, c'est leur capacité à s'adapter. Les Huns n'étaient pas que des cavaliers nomades incapables de prendre des villes fortifiées. C'est une idée reçue que les faits démentent brutalement. Lors des grandes campagnes contre l'Empire d'Orient dans les années 440, Attila prit des villes fortifiées les unes après les autres en utilisant des machines de siège. Des béliers, des tours d'assaut, des engins de jet. Où les apprit-il ? Probablement auprès d'ingénieurs capturés ou recrutés, de spécialistes romains et d'autres peuples qui rejoignirent la Confédération U. C'est le même mécanisme que ce qu'on voit avec les grandes entreprises en croissance. Tu absorbes les compétences de ceux que tu conquiers et tu deviens meilleur que tes propres maîtres. La composition de l'armée 1 elle-même mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle révèle quelque chose d'essentiel sur le modèle de pouvoir d'Attila. Sous ces bannières ne combattaient pas uniquement des Huns. Il y avait des Ostrogoths, des Gépides, des Alains, des Rugiens, des Skyres, des dizaines de peuples différents, avec leurs propres traditions guerrières, leurs propres chefs,
leur propre façon de se battre. Attila ne chercha pas à les uniformiser, à en faire des uns. Il les intégra tels qu'ils étaient, utilisant leurs forces spécifiques là où elles étaient utiles. Les Ostrogoths pour la cavalerie lourde, les Alains pour certains types d'engagements. C'est le manuel d'acquisition de n'importe quelle multinationale intelligente aujourd'hui. Tu n'achètes pas une entreprise pour la détruire et la remplacer, tu l'achètes pour intégrer ce qu'elle fait mieux que toi. Mais voilà ce que j'ai du mal à sortir de ma tête quand je pense à cette machine de guerre. Elle était extraordinairement efficace, extraordinairement sophisticated, et elle était entièrement dépendante d'un seul homme. Pas d'une institution, pas d'un système, pas d'une structure qui survivrait à son créateur. Attila. Un point central autour duquel tout tournait. Les chefs de clan obéissaient à Attila, pas à une idée abstraite de l'Empire 1. Les peuples vassaux restaient dans le giron 1 parce qu'Attila leur apportait des victoires, pas par conviction idéologique profonde. C'était une force phénoménale et une fragilité absolue dissimulée derrière la façade de la toute-puissance. Rome, avec tous ses défauts, avait des institutions qui survivaient à ses empereurs. L'Empire 1 avait Attila. Et ce détail allait, des décennies plus tard, tout changer en une seule nuit. Et pourtant, pendant les années de sa pleine puissance, cette machine parut indestructible. Les campagnes de 440 et 41 contre l'Empire d'Orient furent une démonstration de force sans précédent. Attila traversa le Danube, ravagea les Balkans, détruisit des dizaines de villes, s'approcha dangereusement de Constantinople elle-même. L'Empire d'Orient, paniqué, rappela ses troupes d'autres fronts, désorganisa sa propre défense et finit par envoyer une ambassade pour négocier. Ce que cette ambassade proposa, et ce qu'Attila accepta, allait devenir l'une des humiliations les plus spectaculaires de l'histoire romaine tardive. Mais ça, c'est la prochaine partie de l'histoire. Et je te promets que les chiffres que tu vas entendre vont te faire douter de ce que tu sais sur qui dominait vraiment qui. Il existe un document, rédigé quelque part vers 448, qui devrait figurer dans tous les manuels d'histoire comme l'exemple parfait de ce que ressemble une civilisation quand elle commence à se rendre sans l'admettre. C'est le traité de paix signé entre l'Empire d'Orient et Attila après les campagnes dévastatrices des Balkans. Les termes sont simples. Constantinople s'engage à verser 700 livres d'or par an à la Confédération 1, soit plus du double de ce qu'elle payait avant. Elle s'engage à remettre tous les fugitifs 1 sans négociation possible. Elle s'engage à ne plus accueillir d'ennemis d'Attila sur son territoire. Et elle s'engage à traiter les émissaires 1 avec le même protocole réservé aux représentants des puissances souveraines. Rome venait de signer un contrat d'humiliation en bonne et due forme. Et elle allait continuer à le renouveler. Pour comprendre l'ampleur de ce que ces chiffres représentaient, il faut les traduire dans une réalité concrète. 700 livres d'or par an, c'est une somme qui aurait suffi à nourrir plusieurs légions entières. C'est de l'argent qui ne construisait plus de routes, ne réparait plus de murailles, ne payait plus de soldats. Et ce n'était que le montant officiel, celui qui figurait dans les traités. En parallèle, il y avait les cadeaux diplomatiques, les rançons de prisonniers, les compensations pour tel ou tel incident frontalier, les pots de vin versés aux conseillers d'Attila pour qu'ils plaident en faveur de telle ou telle demande romaine. La machine à extraire de l'or fonctionnait en continu, et Attila en était le mécanicien en chef. Mais le plus fascinant dans toute cette affaire, c'est la façon dont Attila utilisait la diplomatie elle-même comme une arme. Il ne se contentait pas d'envoyer des ambassades pour réclamer de l'or. Il étudiait les ambassadeurs romains, testait leurs limites, créait des situations de friction délibérées pour observer comment Constantinople réagissait, pour mesurer jusqu'où il pouvait pousser avant que la résistance se manifeste. Priscus de Panione, cet historien grec qui accompagna une ambassade romaine au campement d'Attila vers 448, laissa un récit qui est une mine d'or, sans mauvais jeu de mots. Il décrit des réunions où Attila faisait délibérément attendre les ambassadeurs romains pendant des heures, où il les recevait entourés de chefs de guerre ostensiblement armés,
où il posait des questions dont il connaissait déjà les réponses pour voir si on lui mentait. C'était de la négociation comme jeu de poker, et il abattait toujours les meilleures cartes. L'une des scènes les plus révélatrices de ce récit concerne un incident en apparence mineur. À un certain moment du banquet offert par Attila aux ambassadeurs romains, les coupes furent distribuées. Celles des chefs huns et des invités d'honneur étaient en or, serties de pierres précieuses, du butin accumulé lors de campagnes passées, affiché comme un trophée silencieux. La coupe d'Attila, elle, était en bois brut, simple, sans ornement, sans la moindre décoration. Et Attila but dedans avec la même expression impassible qu'il aurait eue avec le calice le plus précieux du monde. Ce geste n'était pas de la fausse modestie. C'était un message politique calculé à la perfection. Je n'ai pas besoin de votre or pour me sentir puissant. Votre or, je l'ai parce que vous me le donnez, pas parce que j'en dépends. La différence est absolue. Pendant ce temps, à Constantinople, la cour impériale se consumait dans ses propres contradictions. L'empereur Théodose II, un homme que les historiens décrivent généralement avec une gentillesse forcée, qui cache à peine leur perplexité devant son inefficacité, était gouverné en pratique par une série de ministres et d'eunuques de cour dont la priorité principale était leur propre survie politique. L'un d'eux, un certain Chrysaphios, eut l'idée que certains qualifieraient de créative et que je qualifierais simplement de désespérée. Envoyer un émissaire hun du nom d'Édécone, qui avait accompagné une ambassade à Constantinople, avec la mission secrète d'assassiner Attila en échange d'une fortune en or. Édécone prit l'or, rentra chez lui et rapporta immédiatement le complot à Attila. Qui envoya une ambassade à Constantinople pour demander des explications. Théodose, humilié, nia, s'excusa, paya encore plus, et Chrysaphios finit par être exécuté. Mais pas par Attila. Par le successeur de Théodose, qui cherchait un bouc émissaire pour expliquer l'état catastrophique des relations avec les Huns. Le complot d'assassinat le plus mal exécuté de l'Antiquité tardive se termina en récompensant encore une fois la patience d'Attila. Il y a quelque chose que j'ai du mal à sortir de l'esprit quand je regarde cette période. L'Empire d'Orient était, sur le papier, infiniment plus puissant qu'Attila. Population plus importante, économie plus développée, administration plus sophistiquée, muraille de Constantinople considérée comme infranchissable. Et pourtant, pendant près de 15 ans, cet empire géant versait régulièrement un tribut à un homme qui vivait sous une tente. Comment est-ce possible ? La réponse, je crois, est dans la différence entre la puissance réelle et la puissance disponible. Constantinople avait des ressources colossales, mais ces ressources étaient mobilisées sur plusieurs fronts simultanément, gérées par une bureaucratie qui avait ses propres intérêts, filtrée par des hiérarchies politiques qui ralentissaient toute décision rapide. Attila avait moins de ressources totales, mais une capacité à les concentrer et à les déployer instantanément que Constantinople ne pouvait tout simplement pas égaler. L'Empire d'Occident, lui, avait un problème légèrement différent avec Attila, et une relation légèrement différente. Pendant un temps, Attila et le général Aetius, l'homme fort de l'Occident, maintinrent quelque chose qui ressemblait presque à une alliance. Aetius avait vécu chez les Huns dans sa jeunesse. Il connaissait Attila, peut-être personnellement. Il avait utilisé des contingents huns dans ses propres campagnes contre d'autres barbares. C'était une relation pragmatique, froide, basée sur l'intérêt mutuel. Le genre de relation qu'on maintient non pas par confiance, mais parce qu'on a calculé que l'alternative était pire. Et pendant que cet équilibre précaire tenait, l'Occident respirait. Mais les équilibres précaires, par définition, ne tiennent pas éternellement. Il suffit d'une lettre, d'une bague, d'une femme dans une chambre de palais qui décide de prendre sa destinée en main de la façon la plus explosive possible. Mais ça, c'est ce qui vient ensuite. Ce qu'il faut retenir de cette période de tribus et de diplomaties humiliées,
C'est ce qu'elle révèle sur l'amant du pouvoir au 5e siècle. Rome avait bâti sa domination sur une idée simple. Être romain, c'était être supérieur. Supérieur militairement, culturellement, moralement. Cette idée avait fonctionné pendant des siècles comme un ciment idéologique qui tenait l'Empire ensemble. Attila, en forçant Rome à payer, à négocier, à s'excuser, à se plier, il ne détruisait pas seulement des villes, il détruisait cette idée. Chaque livraison d'or était une fissure de plus dans la conviction que Rome était invincible par. Et les fissures dans les convictions sont bien plus dangereuses que les fissures dans les murailles, parce qu'on ne peut pas les réparer avec de la chaux et des pierres. La somme totale versée à Attila par les deux empires romains pendant la durée de son règne reste difficile à calculer avec précision. Les sources sont incomplètes, les versements officieux nombreux. Mais les historiens s'accordent sur un chiffre minimum qui donne le vertige. Plusieurs milliers de livres d'or sur l'ensemble de la période, sans compter les rançons et les cadeaux diplomatiques. Cet or, Attila le redistribuait partiellement à ses chefs de clan, l'utilisait pour financer de nouvelles campagnes, et en gardait une partie visible, pas pour lui, mais pour démontrer à ses vassaux que le système fonctionnait. C'est ce cercle vertueux de la prédation organisée qui permit à la Confédération I de rester cohérente et loyale. Et c'est aussi ce cercle qui rendait la paix avec Attila structurellement impossible. Pour que la machine tourne, elle avait besoin de carburant. Et le carburant, c'était l'humiliation continue de Rome. Il y a des moments dans l'histoire où tout bascule à cause d'une décision que personne n'avait prévue, prise par quelqu'un que personne ne surveillait assez. Nous sommes vers 450. À la cour de Ravenne, capitale de l'Empire d'Occident, vit une femme du nom de Justa Grata Honoria, sœur de l'empereur Valentinien III, princesse impériale de sang pur et prisonnière dorée dans un palais qui ressemble de plus en plus à une cage. On lui a refusé le titre d'Augusta qui lui revenait de droit. On lui a imposé des fiançailles avec un sénateur terne et docile, choisi précisément parce qu'il ne représentait aucune ambition politique. On l'a effacée, marginalisée, réduite à un pion dans les calculs dynastiques de son frère. Et Honoria, manifestement, en avait assez. Ce qu'elle fit ensuite changea le cours de l'histoire occidentale. Elle envoya une lettre à Attila, avec sa bague. Les sources ne s'accordent pas sur chaque détail, mais le geste central est là, documenté, indéniable. Une princesse romaine contacta le chef Hun le plus puissant du monde, lui envoya son anneau comme gage, le symbole traditionnel d'une proposition de fiançailles, et lui demanda, selon certaines interprétations, de la secourir de la situation dans laquelle elle se trouvait. Les historiens débattent encore de ce qu'elle voulait exactement. Cherchait-elle un allié politique ? Un libérateur ? Ou avait-elle réellement l'intention de se marier avec Attila ? Peu importe en réalité. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'Attila décida de faire de cette lettre. Et sa décision fit d'une logique imparable et d'une audace absolue. Attila déclara qu'Honoria lui avait proposé le mariage, et qu'avec ce mariage venait une dot. Et que cette dot, puisqu'il s'agissait d'une princesse impériale, ne pouvait être que la moitié de l'Empire d'Occident. Prend un moment pour mesurer l'ampleur de ce raisonnement. Il prit une lettre ambiguë d'une femme désespérée et en fait une revendication territoriale sur la moitié d'un empire. Ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de la folie, c'est de la manipulation géopolitique élevée à son niveau le plus pur. Transformer un incident privé en casus belli légal d'une façon si audacieuse que l'adversaire met du temps à réaliser ce qui vient de se passer. Attila n'avait pas besoin qu'Honoria ait vraiment voulu l'épouser. Il avait besoin de l'anneau et de la lettre. Il avait le reste. Valentinien III, quand il apprit ce qui s'était passé, réagit de la façon la plus prévisible et la plus contre-productive possible. Il fit arrêter Honoria. Il la menaça d'exécution avant d'être convaincu par sa mère de se limiter à un exil forcé et à un mariage immédiat avec son fiancé imposé. Il envoya une ambassade à Attila
pour nier catégoriquement toute validité à la demande U, expliquer qu'Honoria n'avait aucune autorité pour promettre quoi que ce soit au nom de l'Empire, et exiger qu'on n'en parle plus. Attila répondit que la revendication était légitime, et qu'il viendrait la faire valoir en personne. La mécanique de la guerre était enclenchée. Et cette fois, c'était l'Occident qui était dans la ligne de mire. Pourquoi l'Occident ? Pourquoi maintenant ? La réponse honnête, c'est qu'Attila avait probablement plusieurs raisons simultanées, et que la lettre d'Honoria fut moins la cause que le prétexte. L'Empire d'Orient s'était renforcé depuis les humiliations des années 40. Un nouvel empereur, Marcien, avait pris le pouvoir en refusant catégoriquement de continuer à payer le tribut U et en remettant les murailles de Constantinople en état. Attaquer l'Orient à nouveau présentait plus de risques et moins de garanties de succès rapide. L'Occident, en revanche, était dans un état de délabrement encore plus avancé. Ses armées étaient squelettiques, sa trésorerie était vide. Son territoire était déjà partiellement occupé par diverses fédérations barbares qui obéissaient théoriquement à Rome, mais pratiquement à leur propre chef. C'était une cible plus facile. La lettre d'Honoria offrit simplement une justification présentable. Au printemps de 451, Attila mit en mouvement la plus grande armée qu'il ait jamais rassemblée. Les estimations varient selon les sources. Certaines chroniques médiévales parlent de chiffres fantaisistes qui défient toute logique logistique. Les historiens modernes s'accordent sur des centaines de milliers de combattants, huns et peuples vassaux confondus. Cette armée traversa le Rhin, entra en Gaule et commença à ravager tout ce qui se trouvait sur son passage. Metz tomba. Reims faillit tomber. Des villes entières furent réduites à des champs de cendres. La progression était celle d'une marée qui monte, méthodique, inexorable, sans apparente possibilité d'être arrêtée. Et dans toute la Gaule, dans tout l'Occident, une seule question résonnait dans chaque cour, chaque caserne, chaque église. Qui pouvait faire face à ça ? La réponse vint d'un endroit surprenant. Aetius, ce général romain qui avait vécu chez les Huns dans sa jeunesse, qui avait utilisé des mercenaires Huns pour ses propres guerres, qui connaissait Attila mieux que quiconque, comprit que la seule façon de survivre était de faire l'impensable. Il fallait unir des ennemis. Convaincre les Visigoths, qui se battaient contre Rome depuis des décennies, de combattre aux côtés des légions romaines, convaincre d'autres fédérations barbares installées en Gaule que la menace Hun était une menace pour eux aussi, pas seulement pour Rome, c'était diplomatiquement absurde, militairement indispensable. Et Aetius y parvint. Ce qui l'assembla n'était pas une armée romaine, c'était une coalition de peuples qui avaient tous, un jour ou l'autre, combattu Rome, et qui marchaient maintenant sous des bannières romaines parce que l'alternative était encore Kyr. Mais avant de parler de la bataille qui suivit, il faut revenir une dernière fois à Honoria, parce que son histoire se termine dans un silence qui dit tout. Après le mariage forcé, après l'exil, après que sa lettre eut déclenché une invasion qui allait tuer des centaines de milliers de personnes à travers toute l'Europe occidentale, on perd sa trace dans les sources. Elle disparaît de l'histoire comme elle avait essayé de fuir sa cage, sans bruit, sans testament, sans que personne juge utile de noter ce qu'il advint d'elle. Ce qu'elle voulait vraiment, ce à quoi elle pensait en scellant cette lettre, on ne le saura jamais. Peut-être voulait-elle simplement que quelqu'un la traite comme une personne capable de décider de sa propre vie. Ce qu'elle obtint, c'est d'avoir, sans le vouloir ni le comprendre vraiment, mis le feu à la moitié du monde occidental. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette chaîne de causalité. Un empire en train de pourrir de l'intérieur produit une femme si désespérée qu'elle envoie un anneau à l'ennemi absolu. Cet ennemi, avec la froideur d'un stratège sans égal, transforme cet anneau en revendication territoriale. Et cette revendication déclenche la confrontation la plus sanglante que l'Europe occidentale ait connue depuis des générations.
Ce n'est pas la grande histoire des empires et des généraux qui fit basculer ce moment. C'est la solitude d'une femme dans un couloir de palais, avec de l'encre, du parchemin et une bague qu'elle n'avait plus envie de garder. L'histoire, quand on la regarde de près, ressemble bien moins à une mécanique de force colossale qu'à une accumulation de moments humains, minuscules et décisifs, que personne ne remarque avant qu'il soit trop tard. Il existe des batailles qui décident du sort d'un empire. Et puis il existe des batailles qui décident du sort d'une civilisation entière. Les champs cataloniques, quelque part dans les plaines de ce qui est aujourd'hui la Champagne, en juin 451, appartiennent à la deuxième catégorie. Ce jour-là, deux visions du monde se percutèrent sur quelques kilomètres carrés de terre plate, et les chroniqueurs qui tentèrent de raconter ce qui s'était passé ne trouvèrent pas assez de mots dans leur langue pour décrire l'ampleur du carnage. Une source de l'époque parla de 162 000 morts. C'est probablement exagéré. Mais le fait que quelqu'un ait cru nécessaire d'inventer un chiffre pareil dit quelque chose sur ce que les témoins avaient vu de leurs propres yeux. Aetius avait réussi l'impossible, assembler une coalition qui n'aurait jamais dû tenir ensemble. Des légions romaines dépenaillées mais expérimentées, des Visigoths commandés par leur roi Théodoric Ier, vieux guerrier qui avait passé sa vie à combattre Rome et qui se retrouvait maintenant à mourir pour elle, mais qui, lui, avait compris avant beaucoup d'autres que si Attila passait, il n'y aurait plus ni Rome, ni Visigoths, ni personne d'autre pour se disputer quoi que ce soit. Des Alains, des Burgondes, des Saxons, des Francs, une armée qui ressemblait à l'Europe tout entière, convoquée en urgence pour décider si elle allait continuer à exister. Face à eux, Attila avec ses Huns et ses propres vassaux, Ostrogoths, Gépides, Rugiens, dans une symétrie presque théâtrale qui aurait pu être écrite par quelqu'un qui aimait les grandes mises en scène. La veille de la bataille, Attila consulta ses devins. La pratique était rituelle, normale dans la culture Hun. Mais ce que les devins lui dirent, selon les sources, fut troublant. Les présages annonçaient une défaite pour les Huns. Une mort parmi les chefs ennemis, certes, mais une défaite quand même. Attila hésita. Lui qui n'avait jamais hésité devant rien, qui avait traversé le Rhin avec des centaines de milliers d'hommes sans sourciller, attendit. Et cette hésitation, aussi brève fut-elle, fut peut-être la première fissure dans cette armure d'invincibilité qu'il portait depuis 20 ans. Les hommes qui ne doutent jamais d'eux-mêmes sont des légendes. Les légendes, parfois, ont des matins difficiles. La bataille commença par une course, les deux armées cherchant à s'emparer d'une crête qui dominait le terrain. Les Visigoths arrivèrent les premiers d'un côté, les Huns de l'autre, et le choc initial fut d'une brutalité qui fit trembler le sol selon les chroniqueurs. Ce qui suivit est difficile à reconstituer avec précision, parce que les récits anciens mélangent les faits et la propagande dans des proportions impossibles à démêler complètement. Ce qu'on sait, c'est que les Alains, placés au centre de la coalition par Aetius, là où la pression Hun serait la plus forte, faillirent céder. Ce qu'on sait aussi, c'est que les Visigoths sur le flanc droit enfoncèrent les lignes Hun avec une fureur qui surprit tout le monde, Attila compris. Et ce qu'on sait surtout, c'est que le roi Théodoric mourut dans la bataille, tué soit par les Huns, soit piétiné par ses propres cavaliers dans la mêlée. Les sources divergent. Attila se retrouva dans une situation qu'il n'avait probablement jamais vécue auparavant, sur la défensive. Ses lignes reculaient. La coalition tenait, contre toute attente, contre toute logique militaire d'une armée assemblée à la hâte entre des peuples qui se méfiaient les uns des autres. Il fit ce que tout bon général fait dans ces moments-là. Il se replia en ordre, protégea le noyau de son armée et se retrancha derrière un cercle de chariots. La vieille tactique de la lagueur, le camp fortifié mobile que les peuples des steppes utilisaient depuis des générations. Ce n'était pas une débâcle, ce n'était pas une armée en fuite, mais c'était quelque chose que personne n'avait jamais vu. Attila, immobile, attendant derrière des défenses. Et maintenant vient la partie de l'histoire qui me fascine le plus. Aetius avait Attila encerclé, ou presque. L'armée Hun était dans son camp retranché,
une cible relativement fixe pour une fois, et la coalition avait le nombre et la position. C'était le moment de finir. C'était le moment où un général, qui voulait régler définitivement la question U, aurait tout donné pour enfoncer ce dernier rempart. Et Aetius laissa Attila partir. Il ne donna pas l'ordre d'assaut final. Le lendemain matin, quand la coalition s'avança vers le camp U, il était vide. Attila avait levé le camp pendant la nuit et repris la route vers l'est. La bataille des champs cataloniques s'arrêta là, dans un silence qui valait tous les discours. Pourquoi Aetius ne finit-il pas le travail ? C'est la question que les historiens se posent depuis 15 siècles, et les réponses qu'ils proposent sont toutes plausibles et aucune n'est certaine. La première, épuisement pur. La coalition avait perdu des dizaines de milliers d'hommes, dont son chef wisigoth le plus précieux. Attaquer un camp retranché, défendu par des guerriers huns aux abois, aurait pu coûter ce qui restait de la victoire. La deuxième, calcul politique. Aetius avait besoin des Huns. Depuis des décennies, il utilisait les mercenaires Huns comme contrepoids aux autres barbares. Un Attila mort, c'était la confédération Hun qui se fragmentait en dizaines de factions imprévisibles, peut-être plus dangereuses que le chef qu'elles avaient suivi. Un Attila vivant et affaibli restait un partenaire gérable. La troisième, et c'est celle qui me dérange le plus, Aetius savait qu'une victoire totale sur Attila rendrait Aetius lui-même trop puissant. Et un général trop puissant, à la cour de Valentinien III, finissait rarement dans son lit. Attila, lui, interpréta cette retraite non pas comme une défaite, mais comme une pause. Il n'avait pas été détruit. Il n'avait pas été capturé. Il avait reconduit son armée à travers le Rhin avec suffisamment de forces intactes pour recommencer. Et recommencer, c'est exactement ce qu'il fit. Moins d'un an plus tard, au printemps de 452, il traversa les Alpes et entra en Italie. Aquilée, l'une des plus grandes villes de la péninsule, résista pendant un moment, puis tomba, et fut détruite si complètement que les survivants qui fuyaient vers les lagunes de l'Adriatique posèrent, dit-on, les premières pierres de ce qui allait devenir Venise. Milan fut occupé, Pavie fut prise, et Rome, désormais, était à portée de main. Valentinien III avait fui. Aetius n'avait plus d'armée suffisante pour intercepter les Huns. La route vers la ville éternelle était ouverte. Mais quelque chose s'était passé aux champs cataloniques qui ne se mesurait pas en kilomètres de territoire ou en nombre de morts. Attila avait montré qu'il pouvait être arrêté. Pas détruit, pas vaincu de façon décisive, mais arrêté. Et cette démonstration, aussi imparfaite fut-elle, changea quelque chose dans la psychologie collective des peuples qui lui faisaient face. La terreur absolue, celle qui paralyse et empêche toute résistance, repose sur l'idée que l'ennemi est invincible parleuse. Une seule bataille qui ne finit pas en victoire totale suffit à fissurer cette idée. Les hommes qui avaient combattu sur les plaines de Champagne et survécu savaient désormais que les cavaliers d'Attila pouvaient être repoussés. Cette connaissance valait plus que tous les traités de paix signés à Constantinople. Elle valait une armée entière. Et elle allait peser lourd dans ce qui attendait Attila de l'autre côté des Alpes. Été 452. L'Italie du Nord est en feu. Aquilée n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Milan a été occupé, ses habitants terrifiés, ses réserves pillées avec l'efficacité méthodique que les Huns avaient transformée en art. Attila avance vers le sud sans rencontrer de résistance sérieuse. L'armée romaine d'Occident, ce qu'il en reste, se tient à distance prudente, incapable de s'interposer. L'empereur Valentinien III a quitté Ravenne pour Rome, puis a envisagé de quitter Rome aussi. Et Rome, la ville éternelle, la mère de la civilisation occidentale, attend. Sans armée pour la défendre, sans général capable de tenir le champ, sans rien, en réalité, entre elle et le fléau de Dieu. Sauf un vieillard en robe blanche qui décide de faire quelque chose que personne dans son entourage ne comprend vraiment. Léon Ier, évêque de Rome, ce que la postérité appellera Pape Léon le Grand,
avait 60 ans passés quand il prit cette décision. C'était un homme qui avait consacré sa vie à la théologie, aux disputes doctrinales, à l'organisation d'une église encore en train de définir ses propres frontières spirituelles et politiques. Il n'était pas militaire, il n'avait pas d'armée. Il n'avait pas de murailles à offrir, ni de trésors suffisants pour acheter la paix. Ce qu'il avait, c'était une autorité morale, dans un monde où l'autorité politique s'était effondrée, et la conviction, ou peut-être la foi pure, selon comment on regarde les choses, qu'il pouvait marcher à la rencontre de l'homme le plus dangereux du monde et lui parler. Il organisa une délégation, sortit de Rome, et alla trouver Attila au bord du lac de Garde, dans la plaine du Pô. La rencontre eut lieu. Cela, personne ne le conteste. Ce qui se passa pendant cette rencontre, les mots échangés, les arguments avancés, la durée exacte de l'entretien, voilà ce que les sources sont incapables de nous dire avec précision. Les chroniqueurs chrétiens qui racontèrent l'événement dans les décennies suivantes virent naturellement les choses dans une lumière miraculeuse. Léon parla, Attila trembla devant la majesté divine qui s'exprimait à travers le vieil évêque, et les saints Pierre et Paul apparurent dans le ciel pour menacer le chef Hun d'une épée de feu s'il osait continuer. C'est de la théologie narrative, pas du reportage. Mais derrière cette mise en scène miraculeuse se cache une réalité historique indéniable. Attila fit demi-tour. Il quitta l'Italie et Rome ne fut pas saquée. Les historiens modernes ont proposé des explications rationnelles qui ont toute leur part de vérité. La première, l'épidémie. L'armée Hun, concentrée dans les plaines marécageuses du nord de l'Italie pendant l'été, fut frappée par des maladies, probablement la dysenterie, peut-être quelque chose de plus grave. Les armées de l'Antiquité mouraient souvent plus de maladies que de batailles, et une armée affaiblie par l'épidémie est une armée qui ne peut pas se permettre un siège long. La deuxième explication, la logistique. L'Italie avait été tellement ravagée que les approvisionnements devenaient problématiques. Paradoxe cruel de la guerre totale, quand on détruit tellement qu'on n'a plus rien à manger sur place. La troisième, la pression sur le flanc Est. L'Empire d'Orient, sous Marcien, avait profité de l'absence d'Attila pour lancer des raids au-delà du Danube, menaçant les terres Hun restées sans protection. Rentrer défendre sa base arrière était une nécessité stratégique. Toutes ces explications sont valables. Aucune n'est complète à elle seule. Et voilà ce qui me semble le plus honnête intellectuellement. Attila prit probablement sa décision pour une combinaison de toutes ces raisons simultanément, et Léon fut l'élément qui permit de donner une forme acceptable à ce retrait dans la logique politique interne du monde Hun. Parce que pensons-y un instant du point de vue d'Attila. Il avait une armée affaiblie par la maladie. Il avait des problèmes logistiques sérieux. Il avait une menace sur son flanc Est. Et il avait devant lui la perspective d'un siège de Rome, une ville fortifiée, difficile à prendre rapidement, qui ne lui rapporterait peut-être pas assez pour justifier le coût humain et temporel. Se retirer pour toutes ces raisons pratiques, devant ses propres chefs de guerre, pouvait ressembler à une faiblesse. Se retirer après une rencontre avec le représentant du Dieu chrétien, c'est une toute autre histoire. C'est de la grandeur mystérieuse. C'est la démonstration qu'on est au-dessus des considérations militaires ordinaires. Mais il y a une dimension de cette rencontre que les deux versions, le miracle chrétien et l'explication purement rationnelle, ont tendance à négliger. Et c'est la psychologie d'Attila lui-même. Cet homme avait été élevé parmi les Romans, avait entendu parler de leur Dieu, puis de leur Dieu unique, avec une ferveur croissante. Il avait vu comment la religion structurait le pouvoir romain, comment l'Église était en train de devenir l'épine dorsale idéologique d'une civilisation dont les institutions politiques s'effritaient. Il savait ce que représentait Léon, pas seulement un prêtre, mais le symbole vivant de la continuité d'une civilisation. Et Attila, cet homme qui avait compris mieux que quiconque la valeur symbolique des gestes, qui avait bu dans une coupe en bois pour transmettre un message politique, savait aussi que certains symboles ont un poids que l'or ne peut pas mesurer.
Il y a aussi une théorie plus sombre, que j'hésite à mentionner, mais que l'honnêteté impose d'aborder. Certains historiens suggèrent que Léon ne vint pas les mains vides, que la délégation romaine apporta des promesses de paiement, une autre forme du tribut que Rome connaissait si bien, que la conversation théologique fut la façade présentable d'une négociation très concrète. Cette lecture est cohérente avec tout ce qu'on sait sur la façon dont Attila fonctionnait. Il transformait chaque interaction en transaction. Mais même si c'est ce qui se passa, ça ne diminue pas vraiment Léon. Dans un moment où personne d'autre n'avait le courage de sortir de Rome pour aller parler à cet homme, lui y alla, avec ou sans or caché dans les plis de sa robe. Attila quitta l'Italie au cours de l'été 452. Il rentra dans ses terres de Pannonie avec une armée diminuée mais intacte, avec du butin, avec l'essentiel de sa réputation préservée. Rome n'avait pas été prise, c'était un fait. Mais Rome n'avait pas non plus été défendue par une armée romaine, autre fait, tout aussi important. Ce que la rencontre entre Léon et Attila révèle, au fond, c'est l'état réel du monde en ce milieu du 5e siècle. L'Empire d'Occident ne pouvait plus se défendre lui-même. Il pouvait seulement espérer que l'ennemi choisisse, pour ses propres raisons, de ne pas frapper le coup final. Ce n'est pas de la survie, c'est du sursis. Et les sursis, tôt ou tard, arrivent à leur terme. La postérité chrétienne fit de cette rencontre l'un des moments fondateurs de l'autorité papale, la démonstration que l'Église pouvait, là où l'Empire ne pouvait plus. Et dans ce sens, peu importe ce qui se passa vraiment au bord du lac de Garde, l'image survécut, grandit, devint un mythe fondateur. 15 siècles plus tard, Raphaël peignit la scène dans les chambres du Vatican. Léon en majesté, Attila qui recule, les saints Pierre et Paul dans le ciel. Ce tableau est un mensonge magnifique qui dit une vérité profonde sur comment les civilisations construisent leurs légendes. Attila avait compris toute sa vie le pouvoir des symboles. Il est ironique, et peut-être juste, qu'il soit devenu lui-même le plus grand symbole de la puissance de l'Église qu'il n'avait jamais voulu servir. Mais l'ironie finale de son histoire, elle, n'attend pas dans les fresques des palais pontificaux. Elle attend dans une tente, par une nuit de noces, dans un silence que personne ne rompit avant le lendemain matin. Printemps 453. Attila a 50 ans passés, ce qui pour un homme de son époque et de son mode de vie représente déjà une longévité remarquable. Il a survécu à des dizaines de campagnes militaires. Il a survécu aux intrigues de cour romaines, aux tentatives d'assassinat, aux épidémies qui ravagèrent ses armées en Italie. Il a survécu à tout ce que deux empires coalisés purent mettre sur son chemin. Il rentre chez lui plus fort qu'il n'est parti, avec des territoires consolidés, une autorité incontestée sur sa confédération et la certitude que ses actions des 20 dernières années ont amplement justifié qu'il est l'homme le plus puissant du monde connu. Et il décide de prendre une nouvelle épouse. Une jeune femme du nom d'Ildico, probablement d'origine gothique ou burgonde, les sources sont imprécises. La noce fut somptueuse. Les festins durèrent toute la nuit. Et le lendemain matin, Attila était mort. Les gardes qui montaient la faction devant la chambre nuptiale remarquèrent le silence. Un silence anormal, trop lourd, trop long pour une simple nuit de sommeil. Ils attendirent. Personne ne sortit. Personne ne répondit aux appels discrets, puis moins discrets. Finalement, après des heures d'attente, ils enfoncèrent la porte. Ils trouvèrent Ildico prostré dans un coin, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant sans bruit. Et sur le lit, Attila, mort, sans blessure visible, sans marque de violence sur le corps. Le maître du monde avait cessé de respirer pendant sa nuit de noces, dans l'obscurité, sans témoin, sans combat, sans ennemi visible. Après une vie entière à défier la mort sur les champs de bataille, c'est ainsi qu'il s'en alla. La version officielle, fournie par le médecin qui examina le corps, fut celle d'une hémorragie nasale. Attila souffrait apparemment de saignements de nez récurrents, une condition médicale réelle et documentée chez lui. La théorie, trop de vin lors des festivités, une hémorragie plus sévère que d'habitude, et un homme qui, dans un état de demi-conscience alcoolisée,
s'étrangla dans son propre sang sans se réveiller vraiment. C'est une mort médicalement plausible. C'est une mort documentée chez des patients souffrant d'hypertension sévère combinée à une consommation excessive d'alcool. Et c'est aussi, reconnaissons-le, une mort d'une banalité cruelle pour un homme de cette dimension. La montagne enfanta une souris. L'aigle mourut d'une grippe. Mais le monde de 453 ne fonctionnait pas avec la sérénité clinique de la médecine moderne. Et dans les cours de Constantinople, de Ravenne, dans les camps des peuples vassaux d'Attila, la question qui circula immédiatement fut une autre. Ildiko, la jeune épouse, trouvée prostrée et en larmes dans un coin, pendant que son mari mourait sans bruit dans le même lit. Qui était-elle vraiment ? D'où venait-elle ? Qui l'avait recommandée, présentée, introduite dans l'entourage d'Attila ? Les chroniqueurs de l'époque et les siècles suivants brodèrent sur ce canevas avec une imagination fertile. Ildiko comme instrument d'une vengeance familiale, une femme dont les parents avaient été tués par les Huns et qui aurait attendu ce moment précis pour régler ses comptes. Ildiko comme agent d'une puissance étrangère, romaine, ostrogothique, peu importe, qui avait compris que tuer Attila sur un champ de bataille était impossible et avait choisi une méthode plus intime. Il n'existe aucune preuve de complot, aucun document, aucun témoignage, aucun aveu. Ce que l'on a, c'est une coïncidence de circonstances qui, dans un autre contexte, dans une autre époque, avec d'autres personnes, n'aurait inspiré aucun soupçon. Un homme âgé avec une condition médicale connue boit trop lors de ses propres noces et meurt dans son sommeil. Cela arrive. Cela arrivait encore plus souvent au 5e siècle, où la médecine était rudimentaire et les festivités prolongées une pratique normale. Mais ce n'était pas n'importe quel homme. Et l'histoire, face à la mort des grands, résiste toujours à la banalité. Elle cherche une cause à la hauteur de la conséquence. Elle veut que la mort d'Attila soit à la mesure de sa vie. Ce qui est certain, en revanche, c'est ce que cette mort provoqua. La Confédération Une, cette structure entièrement construite autour d'un homme, commença à se désintégrer avec une rapidité qui répondait rétrospectivement à toutes les questions sur sa fragilité structurelle. Les fils d'Attila, il en avait plusieurs de mères différentes, se disputèrent immédiatement l'héritage. Elak, Dengizic, Ernak. 3 héritiers, 3 factions, 3 visions incompatibles de ce que devait être l'Empire Hun après Attila. Les peuples vassaux, qui avaient attendu précisément ce moment depuis des années, virent l'opportunité. Les Gépides se soulevèrent en premier, battant les Huns dans une bataille décisive, l'année même de la mort d'Attila. D'autres suivirent. En moins d'une génération, la Confédération Hun avait cessé d'exister comme puissance cohérente. Ce que 20 ans de guerre romaine n'avaient pas réussi à faire, une nuit de noces silencieuse l'accomplit en quelques mois. On enterra Attila selon le rite Hun dans un secret absolu. Les sources décrivent une procession nocturne, un cercueil triple, fer, argent, or, 3 enveloppes métalliques emboîtées, et une inhumation en un lieu dont tous les témoins furent tués pour qu'il reste ignoré à jamais. Le trésor accumulé pendant 20 ans de tribus et de pillages fut enterré avec lui, ou dispersé, ou les deux. Aucune tombe d'Attila n'a jamais été retrouvée. Aucun archéologue, aucune fouille, aucune technologie moderne n'a localisé avec certitude le lieu de sa sépulture. L'homme qui avait fait trembler 2 empires disparut dans la terre comme s'il n'avait jamais existé, sans monument, sans inscription, sans trace physique que le temps n'efface. Il avait vécu sans palais, il mourut sans tombeau. Cohérence parfaite et dérangeante jusqu'au bout. Alors voilà la question que je t'avais promise au début, celle à laquelle personne ne répond vraiment. Qu'est-ce qui arrêta Attila ? Les chants cataloniques ne l'arrêtèrent pas, il revint l'année suivante. Léon Ier ne l'arrêta pas vraiment, il se retira pour des raisons qui avaient autant à voir avec la logistique qu'avec la théologie. Ce qui l'arrêta, au fond, c'est la même chose qui arrête tous les pouvoirs bâtis sur un homme seul. Le corps de cet homme. 50 ans dans les steppes, dans les campagnes, dans la tension permanente du pouvoir absolu.
Le sang qui finit par ne plus circuler comme il devrait. Une nuit de trop. Il n'y eut pas de jugement divin au sens où les chroniqueurs chrétiens voulaient l'entendre. Pas de foudre, pas d'épée de feu, pas de miracle visible. Le jugement fut plus ordinaire et plus implacable que ça. Le temps. Le même temps qui avait emporté tous ceux qui s'étaient mis en travers de son chemin, finit par l'emporter lui aussi, par une nuit banale, dans l'obscurité d'une chambre nuptiale. Ce qui me hante dans cette histoire, ce n'est pas la mort d'Attila. C'est la vitesse à laquelle tout s'effondra après. En 20 ans, il avait construit quelque chose d'extraordinaire. Pas un empire au sens classique, mais une démonstration vivante qu'un homme, avec suffisamment de clarté sur les failles de ses adversaires et suffisamment de volonté pour les exploiter, pouvait faire plier des structures millénaires. Et en 20 ans après sa mort, il ne restait plus rien de ce qu'il avait bâti. Pas une institution, pas une ville, pas un système administratif. Juste la mémoire, portée d'abord par la terreur de ceux qui l'avaient subi, puis transformée en légende par les générations qui n'avaient connu que l'écho. 15 siècles plus tard, son nom reste le synonyme universel de la destruction absolue. C'est peut-être la seule forme d'immortalité qu'il aurait comprise. Et je me demande, parfois, si c'est vraiment une coïncidence que l'homme qui vécut sans laisser de traces matérielles soit celui dont le nom résiste le mieux à l'oubli. Si susciter la peur, finalement, est la forme de monument la plus durable qui soit.